monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un 4e vlog. Et comme vous voyez, cette fois-ci, il fait nuit. Alors ce soir, je suis à Gifu. Voilà, j'ai quitté la côte ouest du Japon cet après-midi et je suis arrivé à Gifu. Donc là, on est en plein cœur du pays, clairement. Et Gifu, eh ben, c'est la ville. C'est le fief d'un autre grand seigneur de guerre, mais beaucoup plus connu que Sanada. Cette fois-ci, je veux parler d'Oda Nobunaga lui-même, dont la statue en or, ou en tout cas plaqué or, je ne sais pas, orne, comme vous le voyez, la place devant la gare de Gifu. Voilà, magnifique, superbe vue. Et derrière moi, la gare de Gifu, avec ces magnifiques fontaines et cette lumière bleue, et cet escalier bien éclairé, ma foi. Ce qui rend très bien, je trouve que le décor ce soir pour ce vlog est particulièrement sympa. Pas autant que si je l'avais fait hier soir, je dois vous l'avouer, mais c'était pas du tout, mais alors pas du tout le même décor. Je vais vous en reparler dans un instant parce que franchement, là, j'ai clairement une recommandation de voyage à vous faire, une recommandation de voyage et d'hébergement. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous en reparle après, parce que là, franchement, ça vaut vraiment le détour. On en était resté, si je me souviens bien, à Kanazawa. Et je vous avais dit que j'avais pas pu visiter, j'avais pas pu aller voir ce que je voulais, la dernière étape de ma journée, qui était la barrière d'Ataka. Et que j'essaierai d'aller la voir le lendemain matin. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis donc allé à la barrière d'Ataka. Ça n'a pas pris longtemps, hein. En fait, finalement, c'est vrai que c'était même assez rapide. Alors je suis juste en train de me demander, est-ce que je vais monter ce fameux escalier lumineux là, ou est-ce que je fais... Parce qu'en fait, je fais un aparté, hein. Ça je trouve c'est pas mal, il y a une passerelle comme ça qui fait tout le tour, ici devant la gare. Je vais essayer d'y aller un peu plus lentement, sinon vous n'allez rien voir. Voilà, une passerelle ici qui fait vraiment tout le tour. Je trouve que c'est vachement bien foutu, et ça rejoint les deux grandes artères en fait qui partent ici donc de la gare. Et comme vous voyez, c'est assez animé, hein. On est sur un... Alors, on revient sur Nobunaga avec les fontaines devant. Voilà. C'est assez animé. Et l'artère qui se trouve de ce côté, c'est là que je vais vous emmener, est un peu plus animée que l'autre. Alors, je vais essayer de vous la faire courte, parce que ça, c'est un épisode que je n'ai pas raconté dans les vidéos sur Heian. Le Japon, vous savez peut-être que c'est le pays des péages. Vous allez me dire quel rapport avec l'histoire du Japon. J'y viens. Ça ne date pas d'hier en fait. Il y a quasiment toujours eu des péages au Japon. Déjà à l'époque Heian. Oui, ça paraît bizarre, hein, mais c'est vrai. En fait, pour passer d'une région à l'autre, d'une préfecture à l'autre, enfin à l'époque c'était plus des provinces, et même des fois d'une ville à l'autre, ben, il y avait des barrières, il y avait des checkpoints. Alors, c'était pas forcément payant, mais il fallait passer, fallait montrer patte blanche, quoi. Et donc, lorsque Yoshitsune s'est retrouvé en fuite en 1187, poursuivi donc par un peu tout le pays, en fait, sa tête était mise à prix, si vous préférez, par son frère, hein, Yoritomo, et ben, non seulement il a dû se déguiser, ça a son importance dans cette histoire, et il devait évidemment essayer d'éviter les checkpoints, quoi. Mais il y en a un qu'il n'a pas pu éviter. Il ne pouvait pas faire autrement que de passer par là. C'est la barrière d'Ataka. Et cette barrière était tenue par des moines. Et ça tombe bien parce que justement Yoshitsune et ses hommes, où là, ça, par contre, c'est beaucoup plus sombre. Je vais essayer de me mettre un peu à la lumière. Yoshitsune et les siens étaient déguisés justement en moines voyageurs des montagnes. Et donc cette histoire est restée célèbre parce que le moine, enfin le prêtre en chef de la barrière d'Ataka, il n'était pas dupe et il les avait reconnus en fait. Il les avait reconnus et il les a mis au défi de prouver qu'ils n'étaient pas Yoshitsune et les autres. Évidemment, ils avaient fait en sorte que Yoshitsune soit déguisé, en sous-fifre. C'est-à-dire que c'était pas lui le boss. Ils avaient désigné Benkei, le moine guerrier, comme chef du petit groupe. Et là, Benkei va faire une première chose, c'est-à-dire qu'il va dérouler un rouleau de parchemin comme ça, et il va improviser, il va faire semblant de lire, alors qu'il n'y a rien sur le parchemin,
il va faire semblant de lire un kanjincho, c'est-à-dire en gros c'est un relevé de donations faites à des temples et des choses comme ça. Mais ça suffit pas pour Togashi, le grand prêtre. Et du coup, Yoshitsune va commencer à se comporter mal, on va dire. Il va être un peu trouble-fête pour obliger Benkei à le sermonner et il va devoir aller jusqu'à le frapper, lui donner des coups de bâton. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans les annales parce que tout simplement, Benkei était le vassal de Yoshitsune, c'était son serviteur en quelque sorte. Et pour son serviteur, son vassal, donner des coups de bâton à son maître, bah, c'était complètement incongru, c'était impensable en fait. Et Togashi, qui avait quand même toujours bien compris que c'était eux, a malgré tout décidé de les laisser passer en voyant la loyauté dont pouvait faire preuve Benkei envers son maître Yoshitsune. Voilà l'histoire de la barrière d'Ataka. Et la suite de mon voyage s'est faite, alors toujours sur le long de la côte, et je suis allé sur la côte d'Echizen, un endroit qui s'appelle Tojimbo. Et là, ça n'a rien à voir avec l'histoire du Japon, ça a plus à voir avec la géographie, pour pas dire la géologie. Parce qu'en tant que grand amateur de géologie et de tout ce qui est toutes les formations terrestres, je voulais absolument voir un jour des orgues basaltiques. Et là, il y en a. Voilà, c'est une côte formée d'orgues basaltiques, entre autres. Hein. Et donc, je voulais absolument voir ça. Et je suis super content de les avoir vus. Et en plus, j'ai pu les filmer au drone. Rappelez-vous, dans le 3e vlog, j'avais dit que je l'avais presque acheté que pour ça. Et bien, j'ai pu l'utiliser, effectivement, au Tojimbo. Et c'était absolument génial. Et après le Tojimbo, je suis alors retour dans l'histoire japonaise, puisque je suis allé au château de Maruoka. Alors le château de Maruoka est un des 12 châteaux authentiques encore debout aujourd'hui. Et puis pour finir cette petite journée, je suis allé me faire un petit onsen sur la côte, avec vue sur la mer, voilà, histoire de me détendre. Bah, comme on me dit moi on me dit de profiter, je profite, hein, voilà, hein, c'est tout. Hein. Et aujourd'hui, j'avais prévu d'aller voir un lieu qui s'appelle Ichijo-dani. Donc c'est à nouveau un lieu historique, ça se trouve dans la préfecture de Fukui. Et c'est le fief cette fois-ci d'un adversaire de Nobunaga, en l'occurrence Yoshikaga Asakura. Voilà, donc je voulais absolument aller voir alors c'est des ruines, hein, vraiment, il reste rien quasiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, il y a une ville samouraï reconstituée. Et ça, franchement, c'était vraiment très sympa à faire. Donc pour les amateurs d'histoire, évidemment, hein, voilà, c'est tout. Et en fait, en arrivant à mon hébergement hier soir à Echizen, la ville d'Echizen, et ben mon hôte, très sympathique au demeurant, très accueillant, m'a conseillé une autre visite à faire. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Et cette visite, c'est le temple de Eiheiji. Pareil, c'est un peu plus loin qu'Ichijo-dani, dans la région de Fukui, perdu un petit peu dans la montagne. Et franchement, alors, depuis 20 ans, presque 20 ans, 18 ans que j'ai commencé à visiter le Japon, pas tous les ans hein, malheureusement, j'en ai vu des temples, j'en ai vu pas mal. Bon, j'ai pas tout vu, bien sûr. Mais alors celui-là, il est clairement devant, mais tous les autres. J'ai jamais vu un temple aussi magnifique que celui-là. Franchement, le conseil qu'on m'a donné, c'était topissime, quoi. Vraiment. Bon, sans doute certains vont me dire ouais, mais des temples, il y en a plein et des plus beaux que ça. Honnêtement, t'as pas vu celui-là, t'as pas vu celui-là. Oui, évidemment, j'ai pas tout vu, hein, le nombre de temples qu'il y a au Japon. Et alors du coup, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de mon expérience Airbnb ici au Japon. Chose que je n'avais encore jamais fait, comme la voiture. Alors là, je tourne en rond juste parce que le feu est rouge. Hein. Vous inquiétez pas, c'est que les feux rouges pour les piétons, c'est comme pour les voitures, ça prend du temps. Voilà.
Je vais vous montrer un petit peu l'autre côté. Voilà. Vraiment très sympa, on se croirait presque à Tokyo. Hein. Là, je ne vous ai pas montré l'autre côté de la rue, mais voilà. La gare est là-bas. Alors oui, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience Airbnb, ce qui, je ne vais pas vous mentir, est assez mitigé pour l'instant. Alors mis à part sur le dernier, celui où j'étais hier, pour l'instant c'était un peu mitigé, j'avoue. Alors pas tant sur les hébergements que sur les hébergeurs, c'est-à-dire les propriétaires, les personnes qui louent leur logement. J'avoue que bon, pour certains, l'hospitalité japonaise légendaire, on repassera. Hein. Alors si je devais mettre des notes sur 10, le premier je mettrais 5, le deuxième 7, le troisième 6 et le dernier 9, voire 9,5. J'ose pas mettre 10 quand même, mais voilà. Alors je vais pas trop vous parler des 3 premiers parce que bon, alors le premier c'était un hôtel, bon voilà, un hôtel qui fait des locations Airbnb, pourquoi pas. Le second c'était sympa, c'était à Uozu. C'était une maison, donc une personne qui louait une bonne partie de sa maison. J'avais quasiment tout l'étage presque pour moi tout seul. Et c'était assez sympa. Alors l'hébergement était top. Le proprio était sympa. Mais c'était quelqu'un de hyper speed. Mon Dieu. Hyper speed et hyper directif. En plus, il fallait faire vraiment tout comme il disait. Enfin bon, j'avais peur de le contrarier, quoi, clairement. Et le troisième hébergement, c'était plus une sorte de pension. Voilà, ça faisait un peu hôtel aussi. Mais celui d'hier soir, je vais vous le mettre en description. Parce que vraiment, là, ça valait le détour. Là, j'étais à Echizen, mais je me suis retrouvé dans une maison typiquement japonaise. Mais alors vraiment, la maison japonaise, comme on la voit dans les animés, sérieusement. On se serait cru dans un Ghibli, mais je vous jure. J'avais encore jamais vu ça. Il y en a sans doute d'autres, bien sûr, encore une fois, hein, c'est comme les temples. Mais vraiment, là, alors, vous savez, on dit toujours, il y a ce fameux cliché, oui, le Japon, entre tradition et modernité, bon, ok, mais là, c'était vraiment ça. Vraiment, vraiment ça. La maison vraiment traditionnelle, et avec tout l'équipement dernier cri qui va bien. Et j'avais vraiment quasi la maison pour moi, pour ainsi dire, quoi. Enfin, en tout cas, tout le rez-de-chaussée, ou presque. J'ai passé une soirée de rêve, clairement. En plus, avec le Rottenburow à l'ancienne, vous savez, façon comme l'espèce de l'immense baquet en bois derrière la maison. On voyait passer des lucioles dehors et tout. C'était fantastique, vraiment. Et ils sont super sympas. C'est un couple qui tient ça. La maison, elle m'a dit, la maison a été construite il y a 70 ans. Donc c'est vraiment, je pense que c'est en fait une sorte de ferme qui a été entièrement retapée et rénovée, mais rénovée de manière traditionnelle. Et ça, et franchement, tout ce qui est moderne dans cette maison, mais ça se voit quasiment pas. C'est fondu, c'est vraiment englobé dans le traditionnel. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Franchement, j'avais aucune envie de partir. Ils ont même un petit Shiba Inu trop mignon. Enfin bon, c'était Kuchan, il s'appelle. Alors, je leur ai dit que je leur ferais de la pub sur YouTube. Je suis pas certain qu'ils m'aient bien compris sur le moment. Mais bon. Alors voilà, je vous les mets en description si vous passez dans le coin. Alors par contre, seul petit point noir, c'est vraiment pas facile d'accès. Alors là, pour accéder, bonjour. J'ai eu un peu peur à un moment donné de cabosser un peu la voiture tellement la route était étroite. Et c'est d'un côté le mur, de l'autre côté le ruisseau. Mais alors, c'est pas un fossé, hein, c'était vraiment à angle droit, quoi. Un pas de travers et plouf. Donc voilà. Et puis ça monte pour arriver en plus là-haut. Mais c'est vraiment excentré pour être excentré, c'est en lisière de forêt et de rizière. C'est juste magnifique. Voilà, je vous mets le lien en description. Si vous passez dans les parages, allez-y. Et en plus, niveau rapport qualité-prix, c'est top parce que c'était vraiment, vraiment pas cher. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour ce troisième vlog que je monterai donc demain. Et je ne vais pas vous quitter cette fois, je ne vais pas l'oublier, sans vous avoir dit de continuer d'aimer le Japon. Allez, matane.